Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-François Rial qui vient de publier avec Mathieu Belloir ce livre, Le chaos climatique, aux éditions de l'Archipel. Alors, Jean-François, tu diriges Voyageurs du Monde, voyagiste, mais tu t'intéresses aussi au réchauffement climatique et tu commences par écrire qu'il faut se donner du temps pour lutter contre le réchauffement climatique, ce qui me paraît être contre-intuitif, parce qu'on a plutôt l'impression que c'est l'urgence. Alors oui, c'est l'urgence, c'est tout à fait l'urgence, mais si on veut respecter l'objectif de 2 degrés, tel que, les scientifiques nous proposent, il faudrait qu'on atteigne le pic cette année des émissions mondiales et qu'on baisse chaque année pendant 30 ans d'environ 4 par an nos émissions. C'est-à-dire ce que nous avons réussi à faire pendant le covid. Je parle bien sûr au niveau mondial. Donc, c'est totalement irréaliste et en même temps, il faut le tenir. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'acheter du temps en absorbant massivement du carbone. C'est-à-dire qu'en clair, on va diviser simplement, on va baisser les émissions simplement de 2 par an et non pas de 4. C'est déjà très ambitieux, 2 par an. Donc, il n'est pas question de ne pas baisser les émissions. On les baisse, on absorbe massivement du carbone pendant la période et pour tout un tas de raisons, on va en parler après, la meilleure façon d'absorber massivement du carbone et la plus simple et la plus efficace, c'est de planter des arbres. Oui, tu proposes une politique massive de plantation d'arbres. Oui, on propose de planter entre 180 et 250 milliards d'arbres. Si on veut baisser de 50 le besoin de diminution de 4 par an, il faut planter 250 milliards d'arbres et si on veut juste le baisser d'un tiers, il faudra planter 180 milliards. Alors on propose de le faire sur 10 ans, hein, donc c'est entre 18 et 25 milliards d'arbres par an, pendant 10 ans et c'est, possible puisque ça représente à peu près le double de ce qu'on plante chaque année, un peu plus du double si on veut être sur un scénario 25 milliards. Mais surtout, il y a un scientifique britannique qui s'appelle Thomas Crotter, qui un jour a voulu mesurer combien il nous restait d'arbres sur Terre. Il a il a il a fait des photos satellites dans le monde entier. Il a mesuré qu'on avait 3 000 milliards d'arbres sur Terre, mais il en a profité pour regarder où est-ce qu'on pouvait en planter de façon supplémentaire, sans, je le précise bien, toucher aux activités humaines, agricoles ou aux prairies. Parce que les prairies, aujourd'hui, ça absorbe autant qu'une forêt. Et donc là, il a déterminé qu'on pouvait planter à peu près 900 milliards d'arbres supplémentaires, en plus des 3 000 milliards. Il faut être clair, Pascal, baisser de 4 par an, on ne le fera pas. Voilà. Alors en plus, tu écris que c'est un défi qui est financièrement supportable, puisque ça ne pourrait correspondre qu'à 0,05 du PIB mondial. Par an, oui, ou 0,5 du PIB mondial global. C'est-à-dire, on va dire, pour faire court, on va donner un chiffre global, c'est 600 milliards de dollars à peu près. Alors, on peut se tromper de 100 milliards dans un sens ou dans l'autre, mais ça va pas changer grand-chose. 600 milliards de dollars, si on l'étale sur 10 ans, c'est 0,05 du PIB mondial. C'est moins que ce qu'on est censé transférer aux pays du Sud pour leur permettre de développer les technologies vertes dans le cadre des accords de Paris. Donc, c'est tout à fait possible, c'est jouable, c'est efficace. Ça peut se financer d'ailleurs pour partie par les crédits carbone. Et surtout, on achète du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne nous propose pas de ne pas décarboner, hein, attention, c'est pas ça, hein. Mais on voit bien que, par exemple, prenons un exemple. En France, on a lancé une nouvelle génération de centrales nucléaires, les micro-centrales nucléaires. On voit bien qu'elles vont pas arriver avant 20 ans. Eh bien, pendant ce temps-là, on achète du temps parce que c'est à court terme qu'il faut baisser les émissions. Parce que plus, vous ne les baissez pas, plus votre stock augmente et plus votre réchauffement climatique augmente. Donc c'est entre maintenant et 2055 qu'il faut baisser très vite. Dans le scénario de degrés, on baisse jusqu'en 2075 pour être en ce qu'on appelle en neutralité carbone. Mais la période 2055-2075, elle baisse beaucoup moins vite que la période maintenant, la 2025-2055. Donc, c'est maintenant qu'il faut baisser le plus vite et c'est maintenant qu'on est le moins prêt. Parce qu'on n'a pas assez d'électricité verte, parce qu'on n'a pas assez d'hydrogène, parce qu'on n'a pas réussi à rendre compétitif un certain nombre de technologies vertes, etc., etc. En fait, il faut réussir à faire ce qu'on a réussi à faire sur le solaire. Le solaire est archi compétitif, mais on n'en a pas assez, pas partout. Et il y a d'autres technologies qu'il faut qu'elles deviennent compétitives. Voilà. Alors tu es voyagiste, tu, diriges l'une des grands tours opérateurs, de voyageurs du monde. Il y a un problème avec l'avion. Bien sûr, il y a un problème majeur avec l'avion. L'avion, si on fait toutes les optimisations possibles, toutes.
je ne vais pas les lister parce que ça serait trop long, c'est dans le bouquin, chapitre 2. On peut baisser de 50 à peu près. Mais on ne peut pas baisser de 100. Or, il faut baisser de 100 à terme parce que, c'est ça la décarbonation. Donc, bah, c'est là, c'est pareil, il faut acheter énormément de temps parce qu'on a une solution à très long terme sur l'avion. C'est pas l'avion électrique ou l'avion à hydrogène parce que ça peut marcher au mieux sur le court et moyen courrier, au mieux et pas tout de suite. Ça marche pas sur le long courrier, y compris un avion à hydrogène. Parce que, les capacités de transport de l'hydrogène seraient trop importantes et ça marche pas. Donc et or le long courrier, il faut avoir conscience que c'est 70 ou 65 des émissions, des avions. Donc pour ça, on a une solution, c'est ce qu'on appelle le carburant de synthèse, qui est un mélange d'hydrogène vert et de CO2 qu'on a mélangé. C'est une technologie qu'on maîtrise, hein. Hitler a le premier fait ça, en faisant, du carburant de synthèse pendant la guerre, quand il avait plus de carburant. Alors lui, il le faisait avec de l'hydrogène gris, hein, donc c'était une catastrophe écologique. Mais si vous faites ça avec que de l'hydrogène vert, bah, vous émettez pas de CO2 lorsque vous venez voyager vos avions. Le problème, c'est qu'il y en a 2, ça coûte 8 fois plus cher, mais à la limite, bon, pourquoi pas, on pourrait faire payer plus cher. Même si là, on aura quand même un problème majeur parce que ça doublerait à triplerait le prix des billets d'avion à peu près, hein. Mais surtout, il faudrait produire une fois et demie l'électricité mondiale pour tous ces usages, une fois et demie, hein, parce qu'il y a que pour l'électricité qui servirait à fabriquer les carburants de synthèse. Parce qu'en fait, on passe de l'électricité verte à l'hydrogène vert et au carburant de synthèse. Une fois et demie. Bon, donc c'est pas réaliste à court terme. C'est peut-être possible à moyen terme lorsque, par exemple, on peut imaginer que on maîtrisera dans 50 ans peut-être la fusion nucléaire. Et là, on aura une électricité verte infinie. Mais pour ça, il faut acheter du temps. Mmh. Et puis alors, autre, enfin, découverte que l'on fait dans ton livre qui est vraiment tout à fait originale, tu milites pour le maraîchage bio-intensif. Oui, alors ça, c'est les micro-fermes de maraîchage. C'est une technique qui a été inventée par les maraîchers parisiens du 19e siècle, qui a été reprise par un Américain, il y a 50 ans, qui s'appelle Elliott Coleman et qui est aujourd'hui probablement, dans l'état du Maine, la ferme maraîchère la plus productive au monde, hein. Attention, hein, on rigole pas du tout là. Popularisée énormément par un maraîcher canadien qui s'appelle Jean-Martin Fortier, qui est un ami de mon fils, qui a donc monté son modèle en France qui s'appelle Une ferme du Perche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec notre ferme du Perche, on arrive à produire 3 fois plus de légumes qu'en conventionnel sur une même surface, sur 1 hectare, 3 fois plus, sans pesticides, sans herbicides, en faisant travailler les gens 35 heures, pas plus. Certes, ils gagnent pas plus que le SMIC, hein, on n'a pas non plus fait des miracles, mais on équilibre nos comptes, amortissement de nos investissements inclus. Donc qui dit mieux, quoi? On produit plus, on n'utilise pas de produits chimiques qui flinguent la biodiversité et les sols et l'eau et on équilibre les comptes. Donc moi, je dis que des fermes comme une ferme de perche, il faut en faire des milliers et des milliers. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé une petite activité de formation qui s'appelle, la classe de la ferme du Perche, même si c'est une activité marginale chez nous. Mais pour pouvoir, faire ce qu'a fait Elliott Coleman et Jean-Martin Fortier en Amérique du Nord, parce qu'il y en a plein, il y en a plein. Et en France, il y en a pas. Il y en a très peu. Quelques-unes, mais il y en a très peu. Donc effectivement 2 secteurs, l'agriculture et le transport aérien qui créent des problèmes climatiques, mais tu montres dans ton livre: «Le chaos climatique n'est pas une fatalité». Il ne faut pas oublier le sous-titre, qu'il y a des solutions. Vraiment un très, Merci très grand beaucoup livre, je vous Pascal. recommande la lecture. Donc «Le chaos climatique n'est pas une fatalité» aux éditions de l'Archipel, Jean-François Rial et Mathieu Belloir.